sur Move avec Muxa, Olivia et Baron. Ah, sans Olivia, mais avec notre invité Yacine Bellous qu'on peut accueillir. Ouais, bravo. Merci. Oui. Yacine dans la maison. Yacine Bellous, humoriste, évidemment. Pour ceux qui le connaissent pas, on va te représenter. Avec plaisir, c'est bien sûr. On va te présenter ton travail parce qu'il y a pas mal de choses. T'es très productif. Ouais. On en parlait hors antenne, mais donc là, il y a ce nouveau spectacle qui redémarre dans quelques jours, mais il y a eu un petit peu de rodage pour toi, donc t'as pu aller déjà rencontrer les gens un peu partout en France. Ouais, c'est ça. Et là, le spectacle, c'est donc 2024, tout simplement. Parce Exactement. que c'est le spectacle 2024 parce que tu en fais un par an depuis 3 ans maintenant. Voilà, c'est la 4e année cette année. 4e année, ouais. En gros, j'essaye de faire un spectacle chaque année que je filme à la fin de l'année. C'est un peu le challenge que j'ai commencé à faire en 2021. Et donc, j'essaye de faire à la fois de la création et en même temps, à la fin de l'année, une captation pour garder une trace du spectacle. Ouais. Et cette année-là, la captation, elle arrive en décembre et je joue à Paris, à l'Européen, là où aura lieu la captation. Ok, donc captation au tout début, finalement, de la petite tournée, quoi. Voilà, exactement. C'est quand le spectacle est fini, on capte et après on passe à un autre spectacle. Ouais. Exactement. C'est inhabituel pour les humoristes. Ouais, clairement, ouais. Mais moi je trouvais ça marrant parce que ça fait qu'il y a quelque chose d'un peu, en quelque sorte, une forme de marketing bizarre que j'ai inventé sans faire exprès, en disant je vais être productif, je vais proposer aux gens plein de choses et ça marche. Les gens ont des rendez-vous chaque année à dire ce sera notre rendez-vous annuel. On vient de voir la nouvelle version. Donc c'est de plus en plus gros. Je prends de plus en plus de dates. Ouais. Okay. Ouais. Bon, et ouais, voilà, très content. Avant de parler d'humour, parce que c'est le talent pour lequel t'es venu nous voir, est-ce que t'as un autre talent, toi, que celui pour lequel on te connaît? Alors, je fais très bien les jus de pamplemousse. Ah ouais. Vraiment, je suis un spécialiste. Alors, c'est ni trop amer, ni trop sucré. C'est vraiment. Ouais, c'est casse-gueule le du travail. Je peux vous faire des petits déjeuners continentaux d'une beauté incroyable. Omelette. Fromage blanc, peut-être même il y aura, vous savez, du granola. Ça va être incroyable. Du granola. Granola, tu sais même pas ce que c'est, je suis sûr. Mais quoi, c'est les gâteaux, non? Non, c'est pas les gâteaux. Voilà. C'est granola, c'est les meilleurs gâteaux. Et je suis d'accord avec toi. Moi, tu me dis granola, personne. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur les granolas. J'ai rencontré le mec qui fabrique les granolas en France. On va en parler après. Alors attends, ça c'est premier degré. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors faut expliquer à Baro parce que Baro ici, faut que tu saches, on l'appelle le découvreur. Chaque jour, il découvre des choses. Baro, on est ensemble. Moi, j'adore découvrir les choses aussi. Le granola, en fait, tu sais, c'est plein de céréales avec des noix et tout ça. C'est plein de céréales mélangées, souvent passées à la poêle. Ouais, tu les fais toaster un petit peu. Ouais, tu les fais toaster et en fait, après, tu mets ça sur du fromage blanc et ça te fait un truc un peu céréal kiffant avec des noix, des noisettes, etc. Okay. C'est un truc un peu chic. Mais le granola, le vrai granola de notre enfance, le biscuit granola, c'est Lu qui fait ça. Ouais. Et moi j'ai été joué à Bordeaux justement pendant le fait de rôder le spectacle et j'ai rencontré des gens qui travaillent dans l'usine Lu. Elle existe, il y a une usine qui fait toute la graille Lu. Tout ce qui est Lu sort de là-bas. Et j'ai parlé à un mec qui est sur la machine des granolas. Donc j'étais comme un dingue, j'étais là, mais gars, c'est toi qui appuies sur les boutons pour que nous, on graille des granolas. Et il dit, ouais, de fou. Et après, j'ai dit, mais t'en as des gratuits et tout. Il dit, au début, ils nous en donnaient, mais il y avait des bises et tout. Il y a des gars qui vendent. Parce qu'ils donnaient des cartons. Et tu es là, on est vos employés, tout ça, ça fait plaisir, on prend des petits cartons en plus. Mais en fait, après, ils ont commencé à faire payer les granolas aux employés. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont abusé de la générosité de Monsieur Lu? Voilà, Monsieur Lu, il était gentil au début. Après, il a dit, ah non, mais les gars, vous forcez. Vous abusez. Parce que un granola, ça va, mais additionné à plein de granola, c'est des pertes colossales. C'est des pertes dans les 200 € pour lui. T'es en galère. T'es en galère, Monsieur Lu. Bah oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai parlé tête à tête au gars qui appuie sur les boutons pour que n'importe qui ici graille un granola. C'est moi, je l'ai vu. Combien de fois tu l'as raconté cette histoire? Tu la racontes souvent, je suis sûr. C'est la deuxième fois. Ah bon? Ouais, c'est la deuxième fois parce que c'est la moins drôle de toutes mes histoires. D'accord. ouais, mais quand même, est-ce que quand tu l'as raconté, t'avais les étoiles dans les yeux? Mec, comme nous. J'étais fasciné pour de vrai parce que vraiment un granola, moi j'ai grandi avec. Et donc rencontrer une personne en étant adulte et tu parles et c'est un autre adulte. Et lui en plus, il kiffait mon travail, il venait me voir jouer et tout. Et j'ai là, ça veut dire t'aimes bien mon travail, mais t'es le gars qui fabrique les gâteaux. Tu sais, t'imagines le rôle de fou pour un enfant. Tu sais, c'est waouh, c'est le Père Noël. Mais moi, bon, c'est normal. Ah, lui, il s'en fout complètement. Et lui, il comprenait pas que j'étais curieux. Je posais des questions, il croyait que je me moquais de lui au début. Et j'étais là, mais pour de vrai, premier degré, je trouve ça incroyable. Et il t'a expliqué du coup le process? Comment en fait, c'est des machines. En fait, c'est des machines. Moi, je lui ai dit, en fait, après, c'était une blague, attention. Ce que je vais dire est une blague. Je lui ai dit, mais là,
si moi je te canne là tout de suite, il y a plus de granola là. Pendant combien de jours? Bien le disclaimer. Si je te canne là, et pendant combien de jours il y a plus de granola? Et il m'a dit non mais on est plusieurs sur la machine. Ouais, ça bosse en 3-8 à mon avis. Hein. Bah tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a 2 gars qui savent faire marcher la machine. En vrai, ces 2 là tu les kidnappes. Il y a plus de granola. Plus de granola. Mais c'est au premier degré. T'as déjà tabassé des gens toi? Jamais. Je me suis jamais battu. Mais en fait, moi je suis pas un bagarreur. Je me suis jamais battu. Et franchement, je pense que je serais nul à la bagarre. Je pense que je serais nul. Ah, t'as pas trop envie de tester. Ouais. Bah, je suis nul. Moi, j'essaierai la technique de, tu sais, comme Jean-Claude Van Damme, tu sais, il se bat contre un mec à un moment, il lui jette un truc dans les yeux pour l'affronter, après le gars devient aveugle. Bien sûr. C'est dans quoi? C'est dans Bloodsport. Bloodsport. Moi, je contre, comment il s'appelle? Je sais plus son nom, mais. Tangpo? Non, c'est Tangpo, c'est kickboxer, je crois. Ah, c'est kickboxer. Ouais, c'est pas grave. En tout cas, c'est contre le grand méchant. Et le grand méchant, il avait une technique de vicieux, il avait une sorte de doliprane, et il écrase son doliprane dans ses doigts, et il envoie dans les yeux de Jean-Claude Van Damme, le pauvre. Ouais. Il est déstabilisé complètement. Mais c'est sans compter l'instinct de Jean-Claude quand même. Bien voilà. Il a un instinct fou. Et il s'était entraîné pour la bagarre. Il a un flair pour la bagarre. Et grâce à son instinct, il arrive à se défendre. Mais moi, je pense, j'utiliserai un peu de terre ou quelque chose et je fuirai comme un lâche, je pense. Très très bien. Bon, on le disait, on va revenir un peu au spectacle. La bagarre, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Non, ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup de notre temps à nous, les grands champions. Du coup, tu disais un spectacle par an. Alors, c'est à la fois un procédé en termes de mise à disposition des gens qui est différent de tout ce qui se fait dans l'humour, mais à la création aussi, j'imagine. Parce que les humoristes, en général, ils tournent quoi, 3-4 ans avec le même spectacle? C'est ça, généralement. Il y a une exploitation qui est différente. Je pense qu'il n'y a rien de mieux ou de moins bien, c'est juste c'est différent. Il y a des gens qui ont souvent des structures, des productions qui vont aider aussi au fait que le spectacle soit connu, au fait qu'il joue dans des grandes salles, etc. Moi, il faut savoir que je suis en autoproduction. C'est moi qui fais absolument tout autour de mon spectacle. Et pour me distinguer un peu, et puis aussi pour que ce soit plus excitant pour moi et avoir le plaisir de jouer, je me suis mis un petit peu cette contrainte. Alors attention, il y a des années où j'écris vraiment énormément de blagues, mais il y a des années aussi, là par exemple cette année, j'ai pris des petits extraits de blagues qui n'étaient pas filmées à moi et que je vais jouer sur scène. Donc on va dire que cette année, j'ai écrit 50 minutes pures, ce qui est déjà beaucoup, mais j'ai rajouté des bouts d'anciens sketchs que j'aimais énormément et que je veux continuer à jouer. Moi, j'ai la chance de faire des blagues absurdes, c'est-à-dire que c'est pas très daté. Il n'y a pas des blagues sur des événements qui se passent, etc. C'est des trucs un peu absurdes, des animaux qui parlent, des conneries comme ça, très dans l'imaginaire. Donc ça marche, si vous voulez. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, je gratte tout le temps, puis des fois je rajoute des bouts de sketch que je kiffe parce que celui-là je l'aime. Tu fais un peu de l'upcycling, comme on dit. Bah ouais, tu prends les trucs, tu les sublimes. Ouais, je les sublime, je te jure, c'est trop bien parce que ça me fait plaisir. Moi, je vois des trucs que j'ai fait il y a un moment, genre des blagues avec des ninjas et tout ça. Et ben, je peux les replacer et dire, bah voilà les gens, je vais le filmer et je vais vous le proposer dans la meilleure qualité possible. Et c'est moi qui organise le tournage. Donc je suis hyper content de faire ça, quoi. C'est lourd, mais du coup, le fait d'être en autoprod, donc c'est un challenge pour toi. Oui. C'est vraiment un challenge. Oui, c'est un challenge. En fait, il y a déjà le plaisir j'ai trouvé une méthode qui me convient. J'arrivais pas forcément à travailler avec les personnes qui étaient dans des productions plus grandes, etc. Ouais. Moi, j'ai trouvé un système qui me convient, c'est-à-dire que c'est effectivement assez difficile, mais il y a le plaisir d'arriver au bout du projet et de sortir ça comme un... J'aime bien utiliser genre les menuisiers. Ils font une table, voilà, ils ont la matière première, ils ont leur savoir-faire, etc. Ils sortent la table, ils vendent la table et après ils passent à autre chose. Et ben, j'aime bien cette idée-là, mais avec les idées et l'humour. Là, cette année, je vais parler beaucoup de choses que j'ai pas abordées dans les spectacles précédents, mais des trucs qui me passionnent, comme le Japon. Je lâche des Yameteku Dasai. Je fais des blagues avec les gens sur le tourisme, sur le fait que je vieillis. Je peux vraiment parler de ce qui me touche à la fois dans l'année 2024 et en même temps parler de mon univers. Donc, c'est vraiment une formule qui me convient. Qu'est-ce qui fait là dans la société actuelle que tu sens que tu vieillis? Parce qu'en fait j'ai l'impression de devenir un petit peu plus de la quarantaine. Ah non mais clairement moi j'ai 43 ans et c'est juste le rapport avec les jeunes de ma famille. Quand je discute avec eux et tout ça, je me dis bien que ça y est quoi, je commence à être un vieux monsieur, c'est normal parce que les jeunes ont d'autres codes, d'autres cultures et la blague que je dis c'est que j'essaye de parler comme eux. Je dis frérot, dinguerie, skibidi, mais ça marche pas du tout quoi, c'est complètement débile. Puis surtout je vois que je deviens un peu inquiet pour les jeunes parce que je deviens un vieux. Moi je me souviens des anciens quand j'étais petit, ça inquiétait tout le temps pour nous par rapport aux jeux vidéo, par rapport
au manga, ils croyaient que ça allait nous rendre violents, etc. Et finalement, c'était complètement idiot. Et voilà, j'aborde ce sujet-là en disant tout le monde joue au jeu, tout le monde voit des mangas maintenant. Mais dans les années 90, c'est un vrai sujet. Et je l'aborde dans le spectacle parce que ça paraît fou pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais moi, maintenant, pareil, quand je vois Call of Duty, le jeu vidéo, je sais que c'est kiffant pour tout le monde, je comprends. Mais il y a un truc en moi qui dit ouais, quand même, c'est un jeu de guerre et tout. Donc j'assume mon côté, je deviens vieux, je deviens un peu ringard et je fais des blagues dessus. J'accepte, oui, je deviens un vieux. C'est bien de l'accepter. On dit de toi que t'es l'humoriste préféré des humoristes. Alors, ça, c'est un truc qui revient souvent quand on parle de Yacine Bellous. Parce que moi, j'ai commencé au tout début du Jamel Comedy Club et au tout début du stand-up. Alors, j'étais là, je fais partie des meubles un peu. En gros, j'étais là au tout début quand le stand-up s'est arrivé sur Canal+. Et puis, il y avait des émissions une fois par semaine. Ça a vraiment chamboulé beaucoup de jeunes parce qu'ils se sont dit, putain, on peut faire ça. Bah, en vrai, c'est vous la première génération, comme on en parlait avec d'autres humoristes. Pour les premiers stand-uppers que moi j'ai vus, du coup, c'est vous. Mais on avait vu ça avant aux États-Unis, mais du coup, on comprenait pas forcément tous. Eh ben, on était pareil, on était dans le même cas que vous. Voilà. En fait, nous aussi, les premiers stand-uppers qu'on a vus en France, c'était nous. Et vous compreniez pas non plus. Et nous aussi, je te jure que ça peut paraître fou parce qu'il y a eu un énorme succès, que maintenant le stand-up, c'est à la fois très connu en France et puis c'est une source, c'est une industrie, ça permet à beaucoup de gens de travailler, ça fait gagner de l'argent à plein de jeunes talents formidables. Et ça, c'est super. Donc moi, je suis hyper admiratif des jeunes. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Moi, j'essaie d'encourager les jeunes talents que je croise et je suis très heureux de travailler avec eux dans des comédie clubs. Mais il y a un autre point, c'est que j'étais parmi les premiers qu'ils ont vu jouer, donc j'ai participé à leur donner envie. Donc à la fois c'est flatteur, à la fois ils se sont dit ce qu'il fait lui, je le fais aussi, tu vois. Donc en gros j'ai participé à l'histoire du stand-up et ils aiment bien, je pense, le côté où j'ai pas lâché depuis 20 ans. Mais comment t'expliques que le stand-up, du coup, vous êtes la première génération, quand vous êtes arrivé avec les Thomas Njijol, Fabrice Eboué, etc. Comment t'expliques que ça soit arrivé aussi tard ? J'en ai aucune idée. En fait, il faut savoir que il y avait un momentum. Il y avait un moment où nous, on était prêts à en faire. Les gens commençaient à s'y intéresser en termes de, de programmation. C'est pas parce que tu veux faire quelque chose que la programmation va te donner les moyens, que ce soit en musique ou que ce soit pour des films ou n'importe quoi. Tu as besoin de fonds, de financement et une ouverture. Il y a eu une grande ouverture. Je pense qu'elle a été vraiment favorable au stand-up qui est arrivé juste après les émeutes de 2005 où vraiment on avait besoin de représentation et il m'a semblé, en tout cas avec le recul, sur le coup je m'en rendais absolument pas compte, mais avec le recul il m'a semblé qu'ils ont cherché à faire une ouverture avec plus de jeunes, de la diversité, de mettre des gens qu'on voyait pas habituellement à la télévision. Et donc le projet de Jamel qui était de faire une école de stand-up était déjà depuis un moment, je l'avais déjà lu dans des interviews et tout, je me disais waouh, ce serait dingue de pouvoir participer à cette école là. C'est arrivé un peu en même temps et ça peut vous paraître fou, mais à l'époque la production était à la recherche de gens qui faisaient du stand-up parce qu'ils en trouvaient pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le stand-up, comme par exemple Blanche Gardin, qui est formidable maintenant, qui est une des meilleures. Elle a commencé le stand-up avec le Jamel Comedy Club. Elle en avait pas fait avant. Et ça, aujourd'hui, ça paraît fou parce que tout le monde a envie d'en faire. Les gens sont à l'affût pour participer à des émissions. À cette époque-là, les gens étaient là. Tu connais un mec qui fait du stand-up encore ? Putain, on en cherche. On est en galère. Alors qu'aujourd'hui, il y en a partout. Donc c'est Jamel vraiment qui a ouvert les portes et qui a joué un énorme rôle dans ce qu'est le stand-up aujourd'hui, non ? Absolument, c'est Jamel Debbouze et Kader Aoun aussi, qui était le metteur en scène donc, de Jamel Debbouze, qui cherchait donc, les artistes, etc. Et puis il faut aussi prendre en compte les artistes, parce que moi là où je suis ravi que la jeune génération nous fasse un petit SO, c'est que fallait y croire quand même d'aller faire du stand-up à Canal+, en mode, moi ça faisait 6-7 mois que je faisais du stand-up, c'est absolument terrifiant, et toute cette première génération était quand même une génération de casse-cou. C'était des oufs un peu en fait, avec le recul, je suis désolé. Moi quand je regarde les trucs qui se faisaient à l'ancienne, je dis mais vraiment vous êtes des oufs. Mais on était des oufs, parce qu'en fait on nous a achetés, mais on était tellement passionnés, on avait tellement envie de le faire, que je pense c'est ça que les gens retiennent. On a réussi à faire des trucs dingues comme aussi Inside Jamel Comedy Club. J'allais en parler. On en parle très souvent, mais on en parle avec... On en parlait là. Il y a beaucoup d'humoristes, on reçoit beaucoup d'humoristes, et c'est vrai qu'on en avait parlé avec... même avec... on en a parlé avec Alban Ivanov, et on en a même parlé avec... le comédien, Bruno Sanchez, qui jouait dedans. Il était dedans, parce que moi je me rappelle quand je l'ai vu arriver, en fait on l'a reçu et j'ai dit mais il était venu pour promouvoir autre chose et je dis mais t'es le mec du Inside Jamel Comedy Club, t'attendais devant le bus et tout. Mec, c'est incroyable que tu l'aies repéré pour ça. Le gars c'est un acteur incroyable, et tu te souviens de lui parce qu'il tenait un classeur, ça défonce. Mais ça c'est des trucs, ça m'a marqué, tu vois. Mais Inside Jamel Comedy Club, est-ce que toi t'as une anecdote de tournage en gros mais plein. de ça? On a des anecdotes de tournage. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que
Nous, à cette époque-là, il faut savoir qu'on pensait que... Enfin, je sais pas comment l'ont vécu les autres. Tout le monde l'a vécu différemment. Mais moi, j'avais l'impression que vraiment, on faisait quelque chose de bizarre et qu'on nous laissait faire quelque chose de bizarre. Ouais. C'est Fabrice, Blanche et Thomas qui étaient à l'écriture du Inside Jamel Comedy Club. Mais nous, on savait ce qu'on faisait. On faisait des personnages qui étaient censés nous représenter, mais poussés au maximum. Moi, j'étais le gentil teubé de la troupe. Et chacun avait son caractère, un peu comme une bande dessinée. Sauf qu'on avait vraiment le droit de jouer des situations hyper gênantes, hyper cringe. Ouais. Et moi, j'ai des anecdotes de tournage où on a dû faire une tournée spéciale pour filmer des moments sur scène en demandant au public est-ce que vous voulez bien rester, est-ce qu'il y a des gens qui acceptent d'être de dos, on ne verra pas vos visages, vous êtes de dos et vous restez. Donc on faisait le vrai spectacle du Jamel Comedy Club dans des zéniths, puis on disait aux gens restez un petit peu, les gens restaient et je me souviens des fois où on a dit bon là il y a des moments où il va falloir insulter le comédien, par exemple tu vois Dedo à un moment il se fait insulter et tout, et on a réfléchi à dire qu'est-ce qu'on fait, on donne ça aux gens et après on a dit non parce que peut-être ils vont viser la tête et tout, ça va être chaud, faut faire gaffe, donc on a décidé de non mais parce que tu sais pas, tu connais pas les personnes, tu connais pas les personnes, tu vois. Et ils peuvent être bien intentionnés ou mal intentionnés, on sait pas. Donc on disait juste aux gens, vous allez faire des ou, et toutes les insultes et tous les jets de bouteilles, c'est tout le Jamel Comedy Club qui jette ça sur Dedo et qui l'insulte et tout. Il y a ma voix, si tu réécoutes, je transforme ma voix. Vas-y, bouge. Voilà. Donc en vrai, ça c'était marrant. Il y a plein d'éléments qui sont des anecdotes qu'on a vécu pour de vrai, mais multiplié par 1 million. Tu vois, genre des moments où on se taille dans le bus. Et c'est beaucoup d'impro. Non, ah non, c'est ça qui est vraiment... C'est la force du truc, c'est qu'on croit que c'est improvisé. Et... je sais pas si c'est improvisé ou pas. Non, c'est le talent vraiment qu'il faut rendre aux auteurs, c'est-à-dire Fabrice et Thomas et Blanche. Ils ont écrit vraiment des lignes qui nous correspondaient bien. Ils ont écrit des répliques super pour nous. Et en gros, on improvisait un tout petit peu pour reformuler la phrase, pour que ça ait un sens dans notre bouche. Mais toutes les situations étaient complètement déjà prédéterminées, préécrites. Et en vrai, c'était plus relou sur le tournage d'attendre parce que c'était très long à tourner, parce qu'il fallait trouver la bonne dynamique pour que ce soit naturel, pour que ça ait l'air naturel. Et j'ai vu beaucoup de gens essayer de reproduire le truc d'Inside et tout avec une forme de vlog ou de choses comme ça. C'est très intéressant et c'est super, j'espère que ça va continuer, que des gens vont le faire. Mais en vrai, le plus difficile, c'est dans la réalisation. Et on avait un gars qui s'appelle Olivier Bronstein, à qui il faut rendre hommage aussi, qui était un réalisateur, je pense, assez minutieux et qui était là pour aider, aiguiller aussi. Donc franchement, on n'a même pas fait exprès. Hein. En vrai, on est sorti là avec ce truc, on s'est vraiment tapé des barres et dites-vous, il y a v'là les guests, je peux pas dire les blazes, mais il y a v'là les guests on avait demandé. Le seul guest qui a accepté, c'est le chanteur Pascal Obispo. Il a accepté qu'on se moque de lui. Lui, il a dit des trucs vénères dedans et tout, mais des trucs, des dingueries, tu vois. Vous regardez l'épisode, je peux même pas les dire là. C'est sur YouTube. On a proposé à beaucoup de guests et malheureusement, les guests en France n'avaient pas le recul nécessaire pour comprendre qu'en fait, trop tôt, peut-être. On voulait les mettre en valeur. Je pense que c'était trop tôt. Je pense que c'est un esprit français. C'est un esprit où là, ça commence à changer avec le fait qu'il y a des gens qui se construisent sur les réseaux sociaux. Ils acceptent plus facilement la critique et tout ça. Et c'est même pas une critique, ils acceptent d'avoir du recul. Et honnêtement, c'était très bien fait. Si vous avez rigolé de nous en tant que Jamel Comedy Club, mais que vous nous avez pas trouvé débiles et méchants, vous avez juste dit ok, c'est des acteurs, ils s'amusent bien, c'est marrant. Franchement, les guests, ils étaient encore plus mis en valeur, mais ils ont eu peur et la plupart ont dit non. Je trouve que dans Inside Jamel Comedy Club, il y a la frontière entre la réalité et la fiction, elle est archi fine. Mais c'était fait exprès. Du coup, tu vois, on sait même pas vraiment si c'était vrai. Après, il y a des trucs, franchement, malheureusement, on s'est dit bon, il y a des gens, il faut qu'ils boivent de l'eau, quoi, parce que en fait, il y a des gens qui sont venus me voir dans la rue en me disant on est désolé pour Frédérico qui est mort. Non mais des gens qui avaient 30 ans et tout, tu vois. Des gens, ils étaient majeurs de fou. Et j'étais là, bah t'es dans la vie active normalement. Qu'est-ce que tu fais comme métier, quoi? C'est quoi? T'as pas compris? Parce que Fabrice dans le sketch, il insulte toute la famille, il fait des blagues sur les Asiatiques, il est horrible. Il y a même Thomas qui fait une dinguerie dans cet épisode. Tu vois, tout est horrible. Donc c'est sûr, c'est faux. C'est sûr que c'est faux. Oui, non. Et le gars était là, désolé, vraiment. Premier degré et tout. Ouais. Après c'était en 2009, ça venait juste de sortir. Ouais, mais quand même. Non, mais quand même, tu vois, quand tu tombes sur un adulte qui comprend pas, tu te dis, mais merde! Oui, mais après, bon, mais tout le monde peut pas comprendre. Hein. Ce monde est dangereux. On va faire une petite pause. On reste avec Yacine Bellous qui vient nous parler de son spectacle 2024 à partir du mois de décembre à l'Européen. La première date, que je me trompe pas, c'est le 11. C'est le 11 décembre. 11 décembre à l'Européen, mais restez avec nous. Vous en saurez un peu plus sur ce spectacle. Si vous venez nous rejoindre, on était en pleine discussion avec Yacine Bellous, justement. Absolument. On est là pour parler de ce nouveau spectacle qui arrive à l'Européen et
Et quelques dates en province aussi. Absolument. Me semble-t-il. À partir du 11 décembre, en tout cas, si vous êtes à Paris. Puis après, toutes les dates, tu les annonces sur Instagram. Sur le site internet. Moi, j'ai un site internet, c'est yacinebellous.com. Sinon, vous pouvez aussi taper bgdu93.fr. Je te jure, j'ai acheté le nom de domaine. C'est vrai? Ouais. Non, je pensais que c'était. Non, c'est vrai. bgdu93.fr. Le meilleur comique du monde.com. Non, il ment. Je te jure, c'est pas vrai. bgdu93.com, je tombe sur quelque chose. .fr. Ah, oui, bah oui. Et t'as dit le meilleur comique du monde.com. Ouais. Putain, c'est vrai en plus. Non, arrête. Si, c'est vrai. Du 93. Oui, parce que t'as grandi dans le 93. Ouais, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Alors moi, je suis né à Bondy, mais j'ai grandi à Aubervilliers. Ok, d'accord. Oui, donc t'as pas vécu à Bondy. Non, j'ai pas vécu à Bondy. J'étais juste à l'hôpital, la maternité, tu vois. Ouais. J'ai vécu un petit peu, quelques heures, quelques jours. Ouais, ça suffit pas pour. Non, mais j'ai pas connu Mbappé. Tu vois, tu sais, j'aurais pu dire j'ai grandi. On joue au foot ensemble. Oui, bien sûr, je lui ai appris et tout des trucs. C'est pas vraiment la même génération. Oui, t'aurais pu être son coach éventuellement. Vas-y, laisse-moi kiffer un peu. J'ai tapé le meilleur comique du monde.com. C'est bien lui. Ça me met sur le site de Yacine Bellous. C'est archi marrant. Moi, écoute, tu vas me montrer comment on fait. Moi, je vais mettre bgdu91.fr. Let's go, je vais dire comment on fait. T'achètes le nom de domaine et puis après tu rediriges vers ton site et c'est réglé. Ok, bon, ce soir. Mais par contre, il va falloir que t'aies quelque chose à proposer parce que. Non, juste, je veux que quand tu tapes ça, on voit juste ma tête. T'as raison. Tu fais une photo. Tu sais, un peu BG comme t'aimes bien, que je sais pas, tu dois en avoir une dans ton téléphone où tu te sens bien. J'ai ma pause. T'as ta pause. Une fois que t'es en pause, bam, tu fais le maxeur, t'es au maximum de toi. Exactement. Et tu mets juste la photo qui s'affiche. Juste tu tapes. Comme ça, tu tapes BG du 91 entrée, il y a ta photo. Oui. Magnifique. Oh là là. Mais c'est lui qui a raison. C'est un super projet. Bah écoutez, moi j'ai juste votre réaction et votre sourire quand je vous ai donné mes adresses. Moi ça me fait trop plaisir. Rien que pour ça. Je voudrais faire un SO à Verino. Verino, un autre humoriste que peut-être vous connaissez, qui est formidable. Et c'est lui qui m'a dit mais tu devrais faire un site marrant, genre meilleur comique du monde et tout. Et j'ai dit bah vas-y, je vais le faire pour de vrai. Et c'était dispo. Bah ouais. Ouais, parce que c'est pas évident. Mais c'est tout attaché. Tu peux écrire le meilleur animateur radio du Move si tu veux. Ou, du monde. Ou France Inter, je t'achète. France Inter, je t'achète. Tu fais .com et puis voilà. Je peux. Je vais réfléchir à ce projet. On va déjà se pencher sur le projet BG du 91 pour Barreau. Tu sais, nous ici, Yacine, on adore les histoires. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire qu'on connaît pas? Que t'as vécu ou non? C'est juste pour le kiff d'avoir une histoire racontée par notre invité. Une histoire que j'ai vécue. Ou pas, hein. Mais une histoire sympa. Bah, franchement, il m'est arrivé plein d'histoires, mais je sais pas si j'en ai des rigolotes. Pas forcément rigolotes, hein. Une histoire, on veut une histoire. Histoire sympa. Franchement, là, j'en ai pas. Désolé, j'en ai pas. Là. Franchement, j'aurais trouvé une histoire vraiment fun. Qu'on t'a raconté, que t'as kiffé. Une histoire que j'ai kiffé. Non, il y avait j'ai entendu un truc là récemment. C'était quelqu'un qui avait pris une photo, mais avec Jean-Marie Le Pen qui dormait. Ouais. C'est Brahim Zaïba. Ah ouais, voilà. C'est Brahim Zaïba. C'est lui qui m'a montré ça. Et moi, j'ai trouvé ça fou parce que franchement, faut être courageux de sortir son téléphone. Dans un avion, il y avait un service de sécurité, il y avait tout le monde. Et lui, je sais pas pourquoi il a fait pour la blague, non? Ouais, il l'a posté sur les réseaux. Il s'est pris un procès. Hein. Ah ouais? Voilà. Tu vois, je savais bien qu'il y avait un truc. Il y avait un problème. Tu peux pas faire juste le gag et t'en sortir tranquille. Non, c'est trop facile. Voilà, c'est ça. Mais quand même, il a dit attends, bon, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Il y a Jean-Marie Le Pen, clac, je prends une photo. Jean-Marie Le Pen qui dort la bouche ouverte en plus. Ouais, exactement. Dans un avion, il était le rang derrière. Ouais, exactement. Il y a eu un petit procès derrière. Je peux donner une anecdote, mais je sais pas. Pour moi, elle parle. Une anecdote que j'ai vécue, mais elle est pas. C'est pas un truc très rigolo. C'est que les premières fois où on a fait une tournée avec le Jamel Comedy Club, une fois, on a joué à Monaco. Monaco, c'est quand même un endroit où il y a vraiment beaucoup d'argent, il y a plein de riches, machin, plein de voitures de luxe et tout. Donc, on a été logé dans un palace. Et dans ce palace, en fait, on savait pas comment se comporter, quoi. C'est la première fois, même avec des dos, on était là, c'est incroyable. Tout est beau, tout est fou. Et en fait, le matin, au petit déjeuner, il y a un gars qui est venu nous voir en nous disant ouais, vous voulez manger quoi? Et nous on a dit bah vous avez quoi? Et il dit t'as pas compris, vous voulez quoi? Et en fait voilà exactement. En fait j'avais l'impression je pouvais dire n'importe quoi, il me le sortait, donc on savait pas comment gérer l'affaire. On a demandé une omelette et tout. L'après-midi, Jamel pour nous faire une blague parce que vraiment tout était trop chic et ça se la pétait de fou. Il a dit il a fait genre attendez les gars je vais faire une blague. Et il parle à un mec qui travaille dans l'hôtel. Il dit oui bonjour monsieur. Là on doit aller à Lyon ensuite et moi j'ai pas envie de prendre la route. Vous pouvez voir si je peux pas avoir un hélicoptère là dans pas longtemps. Et le Kemei il est parti
Et il est revenu et il a dit dans 30 minutes, on était choqués. Quoi? Mais il parlait sérieux? Il parlait sérieux premier degré. Il a dit là, en fait, le plus rapide que vous pouvez partir dans 30 minutes et vous attendez, je sais pas où, pour qu'il vous emmène à l'héliport. Et Jamel a dit non, finalement, on va trouver une autre solution. Lui, il croyait qu'il allait rigoler. C'était pour la bah ouais, il croyait que le mec, il allait faire ha, c'est très drôle. Bah non, premier degré. Il a fallu annuler l'hélicoptère après. Bah non, mais il a pas commandé. Il a juste dit il y a un hélico, je sais pas quoi, je sais même pas comment ça s'appelle. Un héliport. Donc ça, c'était Rama, mais juste voir Jamel Debbouze surpris. Même lui, il était surpris, genre ah ouais, c'était sympa. Et enfin, dernier truc, c'est que moi, donc j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Dans les ascenseurs, souvent, on dit bonjour, et les gens ils disent bonjour. Ma parole, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pris des vents de bonjour. À Monaco? Bah oui. Ouais. Moi j'étais à Stein, j'allais voir des potes, voilà, on allait dans les ascenseurs. À chaque fois que tu dis bonjour, les gens ils te répondent bonjour. En plus, au revoir, on est tous serrés. Au revoir. On est tous serrés, même c'est tranquille, c'est gentil, tout le monde est poli, bonne ambiance. Et là il y avait des canapés dans l'ascenseur, c'est un vrai truc, il y avait des canapés. Pouvez regarder, ça s'appelle le Monaco Bay, je ne mens pas. Il y avait des canapés en cuir. Le Monaco Bay, ouais, B-A-Y. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Mais par contre, il y a des canapés, il y avait, tu sais, des écrans là de télé. À l'époque, c'était 2007 ou 2008, c'était rare. Hein. Ah ouais. C'est toujours rare, hein, des canapés dans l'ascenseur. Non, mais les écrans, il y en a partout. Ah, les écrans, ouais. Partout, il y en a dans le métro, tout ça. Mais les gens, ils disent pas bonjour. Ils disent pas bonjour. T'arrives, tu dis bonjour, ils disent ta mère. Vraiment, c'est pas rien te dire. Tu dis bonjour, c'est stop. C'est des clims instantanés. Et voilà, donc c'est la grosse différence. J'ai dit ok, vous avez de la maille, mais vous n'avez pas d'éducation, c'est dommage. Ouais, c'est triste, très tristoun. T'en as connu d'autres endroits comme ça où ça dit pas bonjour? Non, parce qu'en vrai, c'est dans les endroits souvent très chic. Ouais, les gens sont étonnés qu'on leur parle en fait. Tu sais, ils sont là, mais enfin, tu vois. C'est une agression limite, quoi. Ouais, limite. Et après, moi, comme j'ai pas la même culture, peut-être que je suis pas poli, je me rends pas compte. Tu vois, mais c'est plus une culture normale, quoi. Mais vous avez joué à Monaco? Ouais, on a joué à Monaco. Le public était comment? Il était Rama, il était bien, ils ont rigolé à tranquille. Tout. Ouais. Franchement, très bon accueil, super. C'est juste que c'était un palace. Que les palaces, c'est un autre monde. Et nous, on n'a pas l'habitude. J'en ai fait 2 dans ma vie, je pense, en tournée. Et que en vrai, tu dis, t'as pas trop ta place à cet endroit. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est quoi le public qui t'a le plus surpris? C'était où? Je crois une fois. Genre un endroit où t'es arrivé, t'as fait ton truc, t'as dit mais non. Je crois une fois. Non, mais une fois à Grenoble, on a fait 1h30 de show, 1h30 d'insultes. Le public nous a insultés pendant 1h30. à la fin, on pleurait de rire. Je sais pas ce qui s'était passé, pourquoi il y a eu ça. Je ne sais pas. C'était la dernière date, je pense, en plus, il me semble. Et c'était genre, tu sais, la date de fin. Donc normalement, cette date de fin, ça fait trop plaisir. On a fait une tournée, on a réussi à faire notre tournée. Bravo tout le monde, félicitations. Ils vous ont gâché ça. Demain, on se voit plus. Mais non, mais ils ont rendu ça inoubliable. Inoubliable. Mais parce que je sais pas, il y avait peut-être des bagarres dans la salle ou quoi, ou qu'est-ce, aucune idée. Ils se sont énervés et à un moment donné, ça devenait un jeu d'insulter tout le monde qui rentre sur scène. Un par un, tous. Et nous, on savait que le prochain ou la prochaine allait manger grave. Donc on était au sol de rire. Donc ça, c'était un peu marrant. Autre anecdote un peu folle, c'était à Sérignan, il y a un gars qui a acheté un parpaing cassé sur Fabrice Eboué. Mais gars, mais Jamel Comedy Club, c'est incroyable, vous savez pas, vous. Mais c'était ghetto c'était ghetto. Alors non. Là, c'est, je dirais ghetto et un mélange d'univers parallèles. Il y a un chanteur dont j'ai oublié le nom, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Un chanteur qui chante une chanson qui s'appelle Mon Vieux. Un vieux monsieur. Ah oui, c'est Daniel Guichard. Daniel Guichard. On est à Sérignan. Ça, c'est pour le blind test. Ça, c'est bien. Daniel pression. Guichard, écoute, c'est un bon gars. Daniel Guichard, super bon. Bon gars, vraiment. Gentil garçon, un mec du peuple, quoi. Un gars du peuple, c'est le peuple. C'est le peuple. Daniel Guichard, c'est le peuple. Daniel Guichard, il est dans la salle, mon gars. Daniel Guichard est dans la salle. Donc, hop, il y a un parpaing sur Fabrice, on entend, boum. Nous, on arrive sur scène, qu'est-ce qui se passe? Jamel, vrai protecteur par rapport à nous, il était un peu plus âgé que la plupart d'entre nous, et vraiment, dès qu'il y avait un problème, Jamel, il montait. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, il y a quoi? Et en fait, il y avait un parpaing. Donc, on a dit, pourquoi on a acheté un parpaing? Allume la salle. Qui a acheté un parpaing? C'est quoi Qui est venu avec un parpaing? Alors, je tiens à préciser que le parpaing n'a pas visé Fabrice. Il n'a pas été visé à la tête ou quoi. C'est juste, genre, on aurait dit, on l'a acheté sur la scène, quoi, pour casser les couilles. Mais c'est dans sa direction, tu vois. C'est dans sa direction, c'est pas terrible. Ouais. Et là, Jamel, il fait pourquoi vous faites ça? Allume les salles, allume ça. On regarde dans la salle, que se passe-t-il? Oh, Daniel Guichard.
Il y a Daniel Guichard avec ses enfants. Ses enfants avaient vu le Jamel Comedy Club à la télévision. Ils étaient contents de venir nous voir jouer. Donc les enfants, ils étaient plus jeunes que nous. Donc pour eux, c'était genre, ah c'est cool, on va voir un spectacle funky à la mode qui passe sur Canal+. Mais il y a Daniel Guichard qui fait une sortie en famille. Et Daniel Guichard, il se lève et il dit avec une grosse voix, « Fabrice, on est tous avec toi. Le public, là, nous, on est avec toi. Celui qui a fait ça, c'est un gros con. On est avec toi. Toute la salle. Après, Jamel, il tend le micro. Il dit, donnez-moi un micro. Et il dit, Daniel, fais mon vieux. Et il a chanté mon vieux. C'est pour ça que je me souviens qu'il chantait mon vieux. Ouais, génial. Son vieux par-dessus, rappé. Il s'en allait l'hiver, l'été. Il a remis une ambiance de fou. Et de faire des dingueries. Et après, on a signé des affiches pour ses enfants. On a serré la main à Daniel Guichard. Et franchement, shout out Daniel Guichard. C'est le peuple de fou. Quelle histoire. On était où, à Grenoble, là? Non, Sérignan. Waouh, magnifique. Incroyable. Je crois qu'on terminera sur cette anecdote incroyable. On est ensemble. Yacine Bellouz, vous pouvez aller le voir à l'Européen dans un premier temps. Venez, c'est très drôle. 11 décembre. Oui. Si vous tapez BG du 93.fr, vous allez tomber directement sur son site et vous pourrez réserver vos places. Et puis il y a des dates un peu partout. J'ai vu que très prochainement il y a Lille. Et puis voilà, le reste vous allez pouvoir voir. J'en ai fait plein. Il va y avoir aussi dans le sud et tout. Mais là, c'est surtout pour la captation. Venez, ça va être une grande fête. Il y aura un décor. Il y aura des dos en première partie. On va passer d'excellents moments. J'espère que vous serez là. À l'Européen à Paris, je le reprécise, voilà. Merci Yacine d'être passé nous voir. Merci à vous. Merci. La dernière anecdote restera là. Je me souvenais plus, mais elle est là. T'as vu? Génial.